un nouveau chèque d'un peu plus de 10 milliards d'euros. C'est le résultat du nouvel accord obtenu lors d'un Eurogroupe. Les ministres des Finances qui étaient réunis à Bruxelles, un compromis qui n'a cessé depuis d'être salué au sein de l'Union. Je vous propose d'écouter tout de suite le président du Conseil européen. Il s'exprimait en marge du G7 au Japon. L'écoute. Je suis heureux de pouvoir dire que l'accord obtenu au sein de l'Eurogroupe est un message fort pour la stabilité de la Grèce, de la zone euro, mais aussi de l'économie mondiale. J'aimerais remercier le peuple grec et particulièrement le Premier ministre Alexis Tsipras pour leur détermination à résoudre cette crise et réformer le pays. La tragédie grecque ne se répétera pas. Christine Cardellan, on semble extrêmement satisfait du côté des Européens, du côté des autorités grecques également. Ce n'est pas tout à fait le cas du côté des Grecs, si on s'intéresse à leur position aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que pour débloquer cette tranche de 10 milliards, qui cela dit était prévue, dans l'été 2015, on avait débloqué une enveloppe de 86 milliards, et dont 21 ont déjà été consommés, entre guillemets, et là c'était à nouveau 10. Mais pour obtenir cette nouvelle tranche, il y a pas mal de sacrifices qui vont être faits. Sur les retraites les plus aisées, elles vont devoir baisser. Sur l'impôt sur le revenu va aussi augmenter pour beaucoup de contribuables, des taxes indirectes. Enfin bon, il y a tout un tas de mesures que les Grecs vont être obligés d'accepter une fois de plus. Il y a quoi dans cet accord? Ça paraissait très flou au moment où il est intervenu. Le FMI a dit on accepte l'idée d'une éventuelle participation, mais plus tard, pas tout de suite, à l'effort de guerre. Les Européens, Allemagne en tête, ont dit on accepte l'idée d'un éventuel allègement de la dette, mais pas tout de suite, une fois encore. Oui, effectivement, on parle d'allègement de la dette, mais en fait, ce ne sera pas ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire on dit, voilà, vous avez actuellement la Grèce à 180% de son PIB, enfin, la dette représente 180% de son PIB, ce qui est énorme. Alors, on ne va pas en enlever un morceau, simplement, on va étaler davantage. On va allonger les remboursements. On va allonger les remboursements, ce qui permet finalement de rembourser quand même moins. Et c'est moins douloureux. Sinon, les réformes, on n'aurait aucune chance de redresser la Grèce s'il n'y avait pas cet allongement, puisque les réformes seraient tout de suite mangées par ces nouvelles dépenses pour payer les intérêts. Joseph Massescaron, on avait sur ce plateau en milieu de semaine, lorsqu'on s'est consacré à cette annonce, un ex-membre de Syriza qui a fait défection, ils sont assez nombreux, il se disait complètement trompé par les promesses d'Alexis Tsipras, qui a en quelque sorte retourné sa veste. Il disait on ne va jamais en finir, ça ne va jamais s'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour C'est sûr pour que la de Grèce? son point de vue, c'est-à-dire qu'il a été élu, Syriza, parlementaire Alexis de Syriza, lui-même, celui que vous aviez reçu, oui. Il a été élu donc sur un programme. Donc c'est l'inverse de ce programme. Vous allez dire qu'en France, on connaît aussi la même chose. Certains sont restés. Voilà. Certains sont restés, mais certains sont restés pour faire la même politique qui est en œuvre, en gros, depuis 2010. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que tout à l'heure, vous faisiez allusion à la scénographie du G7. Et maintenant, il y en a une à chaque fois pour l'Eurogroupe et la Grèce. D'ailleurs, moi, j'en peux plus. C'est-à-dire, à chaque fois, on nous dit à peu près tous les 3-4 mois que ça y est, la Grèce est en faillite, la faillite va se faire. Vous avez un ministre des Finances danois, finnois, peu importe, qui dit nous allons passer de longues nuits de négociations. Et puis, au bout de ça, disons ah si, ça y est, nous avons trouvé un accord. Et évidemment, après ça, cet accord est supposé avoir été un accord qui va donner quelque chose. Or, ces accords ne donnent rien. C'est du vent. Aujourd'hui, il y a un débat. Le débat, d'ailleurs, ça ne se passe pas entre l'Eurogroupe et la Grèce. Ça se passe entre M. Schäuble et le FMI. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les Allemands qui disent « nous voulons des réformes et nous ne voulons que des réformes ». Basta, c'est la seule chose. Et d'un autre côté, vous avez le FMI qui lui dit « nous voulons bien entrer », en effet, comme Christine disait, nous voulons bien rentrer dans le jeu, parce que pour l'instant, il traîne bien sur des pieds, mais à condition de parler de la restructuration, pas de l'alléger, de parler de restructuration de cette dette grecque. Or, l'Allemagne, M. Schäuble, ne veut pas entendre parler de restructuration. C'est là où est le problème. Vous allez me dire, où est la France ? Comme d'habitude, nulle part. Ce qui est fou, c'est que... Enfin, moi, je suis pas un spécialiste, mais je me dis que le seul moyen de faire en sorte que les intérêts ne bouffent pas systématiquement... Ils sont très bas, on dit. Oui, mais quand même, quand on a 100 milliards de dettes, ça fait toujours un petit quelque chose d'énorme. On rembourse les intérêts. C'est qu'il n'y a aucune reprise de la croissance. Et que tous ces débats sont des débats liés autour du règlement de la dette. J'ai lu quelque part que c'était le plan de règlement de la dette le plus impressionnant depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, en termes de volume, c'est complètement dingue.
Et on a une croissance zéro dans ce pays. Et donc, tant qu'il y a une croissance zéro, il y a un chômage des jeunes de 30-35%, il y a etc. Et donc, ce pays ne repart pas. Et c'est quand même un pays qui est, malgré tout, au cœur de notre Europe. C'est l'origine, c'est là, c'est à 3 heures de Paris. Et on laisse ce truc se défiler comme ça. Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que pour les gens qui ne connaissent pas la mécanique, le fonctionnement économique à ce point-là, c'est une énigme. Je vais dire une chose, non seulement c'est incroyable, mais en plus c'est obscène. Vous savez pourquoi c'est obscène ? Parce que c'est obscène en raison de tous les efforts qui sont consentis par la population grecque, qui est vraiment dans une misère noire, pour peu qu'on aille en dehors des circuits touristiques. C'est facile de le contester. C'est facile de voir des femmes âgées qui font les poubelles. Ça, vraiment, je vous disais, ça partout. Rien qu'à Athènes, c'est très visible. À Athènes, vous l'avez. Vous l'avez tout partout, partout. Et ça, par rapport à une population qui accueille les migrants. Et qui accueille les migrants avec une dignité, avec une patience, n'est-ce pas, qui devrait... c'est quand même une leçon de choses. Donc, franchement, non seulement, en effet, c'est incroyable, c'est inefficace, mais en plus, cette attitude, elle est obscène. Il y a quand même une forme d'hypocrisie de la part des Européens sur cette question des migrants, qui a lâché la Grèce et qui lui a reproché en même temps de ne pas faire assez pour cette question de l'accueil des migrants. Oui. Isis, j'imagine qu'en image, ça donne quelque chose d'assez sympa, cette dette grecque. Voilà, un premier dessin des Duc Bertrams, dessinateur des Pays-Bas. Voilà, les titres du dessin est très bien vu. Sleep well, dort bien. Et voilà, on voit ces personnages qui est entouré du drapeau grec, qui est réveillé subitement par un bloc qui lui tombe dessus. Il l'empêche de respirer, une asphyxie, on pourrait dire. Et on voit sur le bloc les sigles du FMI et bien sûr le laurier avec les drapeaux de l'Union européenne. Un autre dessin de Tom Jensen, dessinateur des Pays-Bas, qui reprend le mythe de Sisyphe, ce personnage qui devait à chaque fois monter un rocher jusqu'au sommet d'une montagne et à chaque fois le rocher est retombé. Donc voilà la métaphore de la situation actuelle de la Grèce. On voit la Grèce qui doit remonter son rocher de la dette jusqu'au prochain sommet européen. Et un autre dessin justement d'un dessinateur grec, Michael Kontouris, et lui il a choisi la métaphore du robinet. Donc voilà, on voit ce personnage, on peut dire un citoyen grec qui est vraiment compressé entre ces deux écrous. Et voilà, le robinet qui est fermé, un signe justement de ce qui va se passer avec le prêt pour la Grèce. Alexis Tsipras qui reçoit ce soir Vladimir Poutine. Les autorités grecques... Je fais juste une parenthèse, c'était très intéressant les images que vous avez montrées, parce que c'est le ministre de la Défense qui reçoit. Alors, pourquoi le ministre de la Défense ? Le ministre de la Défense, c'est le patron de l'autre aile de la coalition, qui est celui de la droite nationale. Et ce n'est pas un hasard si monsieur, évidemment, Poutine rencontre la personne de la droite nationale, comme il peut le rencontrer partout en Europe. Je referme la parenthèse. Alors justement, pour ce gouvernement grec, il a parlé d'accord historique. Il s'est évidemment targué d'avoir obtenu ce chèque des Européens. C'est quoi maintenant l'enjeu pour le pouvoir grec, pour Alexis Tsipras, qui était, on s'en souvient, il y a quelques mois encore, détesté des Européens. On semble que la donne est quelque peu changée pour lui à Bruxelles. Hein. Il a fait le voyage de l'extrême gauche au dogme FMI. Enfin, je veux dire, c'est un personnage stupéfiant sur le plan idéologique. Après, peut-être qu'il avait une mission historique. Après, il y a des gens aussi qui disent que encore une fois, c'est pas un dossier que je maîtrise très bien, mais que le gouvernement de droite précédent était presque arrivé à un certain seuil et qu'on a peut-être agi un peu vite. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses, mais je trouve que se focaliser sur Tsipras, qui est un personnage de l'histoire, qui a été pris il y a Varoufakis, il y a... toute cette tragédie est peuplée de gens qui sont probablement juste des grains de sable sur la mer. Ex-ministre des Finances qui a depuis quitté le gouvernement. Lui considère sûrement, je parle d'Alexis Tsipras, qu'il était le seul à pouvoir faire passer cette pilule-là. Oui. Malgré lui, enfin, c'est un peu De Gaulle et l'Algérie, enfin, la décolonisation. C'est-à-dire qu'il c'était évidemment pas son programme de départ, mais il fallait que quelqu'un le fasse et il pensait qu'il était le seul à pouvoir y arriver. L'extrême droite grecque, dans tout ça, on en parle peu, pas du tout. Elle est au milieu. Les gens dont tu parles ne sont pas des libéraux très connus, le ministre de la Défense. C'est la droite, oui, c'est une sorte de droite nationale. Je ne sais pas, en France, ce serait la droite populaire ou Debout la République ou Debout la France de Pont-Aignan, pour aller vite. Il n'y a pas un risque Ça, c'est autre chose. Bon, sur Obdoré, il y a bien sûr incontestablement un risque. Cette question de l'extrême droite n'a pas encore été résolue. Ce qu'on ne dit jamais, par exemple, c'est que localement, cette extrême droite grecque a gouverné
dans certaines municipalités, avec le PASOK, avec l'ancien PASOK. Voilà. Donc, et ça, comme nous allons parler de l'Autriche... Alors tout ça nous rappelle vaguement quelque chose, justement. Ça va nous rappeler des coalitions avec l'extrême droite. L'Autriche, elle connaît bien. Elle a fait les 2 grands partis. Ça s'est un peu retourné contre elle le week-end dernier. Enfin, l'histoire finit bien. J'aimerais qu'on regarde peut-être un dessin. C'est un scrutin, évidemment, suivi de très près. Il y a du suspense. On a dû attendre lundi en milieu d'après-midi pour obtenir le résultat. Vous voyez ici Marine Le Pen et Cécile Duflot pour Europe Écologie Les Verts. Regardez ces résultats comme en rêver, finalement. Ce résultat, 49,7% pour l'extrême droite et Norbert Hofer, c'est finalement le candidat écologiste Alexander Van der Bellen avec 50,3% qui a remporté l'élection présidentielle. On s'est fait très peur lundi du côté des Européens. Oui, mais pour le nationaliste, c'est un contretemps, c'est pas un camouflet. Les élections législatives, celles qui importent vraiment, puisque c'est un régime parlementaire, l'Autriche, c'est l'année prochaine. Et l'année prochaine, le jeu sera probablement très différent. Il y avait un collègue à nous, avant qu'on entre dans le plateau, qui est sur le plateau ami en anglais, qui disait justement qu'il ne fallait peut-être pas accorder une importance extraordinaire. Enfin, c'est très important. Il y a quand même ça l'aurait été s'il avait été élu. Oui, il y a le plafond quand même qui fonctionne pour le moment dans la plupart des démocraties. C'est-à-dire il y a une espèce de mouvement massif des gens qui veulent bloquer l'accession, que ce soit en France, dans les régions ou que cette élection. Mais notre ami disait que les élections législatives, c'est un autre jeu, qu'il y a un nouveau chancelier. C'est la pose de chancellerie qui compte. Qui est un peu différent et que les cartes peuvent être rejouées. Moi, encore une fois, c'est un pays que je ne connais pas bien, mais ce que j'ai découvert, c'est que ce parti dit d'extrême droite est totalement dans l'establishment, tout en étant contre l'establishment. Il gouverne dans une région, il fait des bals qui sont tout à fait autorisés à Vienne où toute l'extrême droite européenne vient se balader. Ils font partie de l'Autriche sans être, j'allais dire, mis au banc comme peut-être on le fait en France ou ailleurs. On se rappelle d'un monsieur qui m'avait marqué dans ma jeunesse qui était Jörg Haider. Jörg Haider n'était pas un paria, c'était quelqu'un qui était dans l'Autriche. Alors est-ce qu'on parlait d'histoire au début avec Barack Obama? Est-ce que l'histoire est toujours là? Il n'a pas réussi à fédérer comme Norbert Hofer semble le Oui, mais parce qu'ils se sont modernisés, parce qu'ils sont au pouvoir. C'est un candidat plus lisse, peut-être. Parce qu'ils ont des maires, parce qu'ils sont dans l'appareil, parce qu'ils discutent avec les socialistes, avec les chrétiens libéraux, parce qu'ils boivent tous une bière ensemble le soir. Ça banalise au bout d'un moment. Les gens votent. Et puis... Les Autrichiens disent on l'a élu, pour leur grande majorité, on l'a élu parce qu'il a un beau sourire et qu'il est jeune, il a 45 ans. On a voulu l'élire, ils ne l'ont pas élu quand même. Non, mais, donc, pour ceux qui ont voté pour lui. Non, mais il y a 49,7% quand même. Il y a d'abord, de toute façon, l'affaiblissement d'un système. Vous savez que pendant très longtemps, l'emblème de l'Autriche, à l'époque où c'était un empire, c'était l'aigle bicéphale, c'est-à-dire un corps d'aigle avec 2 têtes. Or, pendant 40 ans, ça a été un aigle bicéphale. Vous aviez en effet une tête, en gros, j'allais dire CDU, lapsus révélateur. Vous aviez une tête chrétienne-démocrate et vous aviez une tête social-démocrate. Pendant 40 ans, ils ont trusté tous les postes. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sont les 2 formations qui ne pas totalement participé, même si c'est vrai, l'extrême droite participe toujours. Dans une région qui est le Burgenland, qui est justement la région d'Öfner, elle participe au gouvernement. C'est comme si d'ailleurs le PS gouvernait avec le FN la région Nord-Pas-de-Calais. C'est exactement le même principe. Ce qui est intéressant, c'est d'abord la profonde division de l'Autriche, c'est-à-dire que vraiment, en grande partie, en grande majorité, les couches populaires ont évidemment voté pour l'extrême droite. On parle de la ville contre la campagne. Et c'est en effet, et en même temps, tout ce qui était périurbain et campagne, ruralité, en effet, ils ont voté aussi en grande majorité. Donc vous avez aujourd'hui 2 Autriches. C'est pour ça que cette image... Oui, voilà, c'est ce tweet autriche qui montre que les partis traditionnels et leurs politiques sont obsolètes. On va vers une nouvelle dimension politique. C'est valable pour les Français aussi, ça. Mais c'est partout pareil. Il y a excusez-moi du mot, les progressistes pro-européens, pro-libéraux d'une certaine manière, et les conservateurs, ça va du anti-européen à l'extrême droite. Oui. C'est 2 modèles de société. Le reste. Sauf que cette extrême droite-là, elle est libérale. Voilà, c'est la grande différence. Oui, mais elle est pour les frontières, elle est pour l'identité, elle est contre l'Europe, elle est... Oui, mais je ne pense pas que ce soit... je pense pas que ce soit ça, pardonnez-moi. Parce que tout le monde en Autriche aujourd'hui est pour les frontières. Aujourd'hui, tout le monde. Tout le monde. Non, je pense qu'en fait... le vrai danger,
en Autriche, c'est qu'arrive un nouveau leader chrétien-démocrate, et en effet, on parle de jeunes leaders, qui va prendre en grande partie la thématique de l'extrême droite et durcir la situation, et lui arriver au pouvoir. Car si vous regardez bien, c'est ce qui se passe dans tous les pays de l'Est de l'Europe. Vous l'avez en Pologne, vous l'avez en Slovaquie, vous l'avez en Hongrie, et je pense que demain, vous allez l'avoir en Autriche. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte un nouveau mur qui est en train de se faire aujourd'hui, de se mettre en place en Europe. Isis ? Oui, un premier dessin du dessinateur Roche, dessinateur allemand. Ces dessins ont été publiés dans le Courrier international. Donc voilà, une course à cheval très serrée entre le candidat de l'extrême droite, Norbert Hofer, voilà, qui s'est pris une branche sur la route, et le gagnant de l'élection, Alexander Van der Bellen, qui soulève le point. Un autre dessin des Payam, qui est un dessinateur iranien, mais qui habite en Autriche. On voit voilà, Norbert Hofer avec l'œil au beurre noir, mais cette fois-ci avec une petite tache verte. Et autour de lui, cette auréole au barbelé, qui nous rappelle une certaine manière que pendant la campagne, les candidats de l'extrême droite avaient essayé justement de se faire une image très angélique auprès de médias des électeurs autrichiens. Et un autre dessin voilà, avec lequel je voudrais finir, c'est un dessin des Joep Bertrams, dessinateur de Pays-Bas, justement parler de ce qui se passe en Europe, parce que ce n'est pas seulement l'Autriche dans laquelle il y a des pays, des partis d'extrême droite qui commencent à monter. Donc voilà. Justement, on avait ce tweet juste avant. La défaite de l'extrême droite en Autriche est un grand avertissement, surtout pour la France. Les politiques actuelles ne convainquent plus et la confiance du peuple n'y est plus. S'il y avait un mot à dire pour la situation en France, le Front National, on a entendu évidemment les dirigeants du Front National se féliciter d'un tel résultat. C'est quoi le risque demain ? Je crois qu'on va vers une recomposition du paysage politique en France. Le Front National, c'est un deuxième temps. Mais dans un premier temps, quand vous regardez aujourd'hui le PS, ça n'a plus de sens. Les droites. Les droites. Avec 14 candidats aux primaires, 15, ça 16. n'a plus de sens. Enfin, je pense qu'on va vers une recomposition du paysage politique. Clairement, des partis. Un discours qui se droitise, quel que soit le camp, hein, finalement. Mais les démocraties, en même temps, c'est leur raison d'être de pouvoir s'adapter à des nouvelles forces, à des nouveaux débats. Si on reste sur les vieux modèles, eh ben, on va se retrouver avec des partis extrémistes, etc. Mais il faut, par exemple, une phrase sur la Pologne où on a l'émergence d'un pouvoir fort, catholique, réactionnaire de droite, eh ben, ça va donner peut-être de la force à l'alternative social-démocrate ou de gauche qui va se régénérer. Ça a toujours été comme ça, la vie démocratique. Il faut accepter la règle du jeu. Le mot de la fin ? Qui veut ? Je ne sais pas si c'est au mot de la fin, mais je pense que... Moi, je vous le dis, je pense c'est le mot de la fin. D'accord, je pense très rapidement, enfin, vraiment rapidement, je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est pas simplement celui de la France, parce qu'il faudrait être aveugle, ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, avec la possibilité, contrairement à ce que tout le monde pouvait penser, que Donald Trump qui a obtenu les délégués, le nombre de délégués... Dans les sondages, maintenant, il y a pratiquement des sondages qui donnent au coude à coude Donald Trump et Hillary Clinton. Donc, c'est quelque chose de global, ça ne concerne pas simplement la France, ça ne concerne pas simplement l'Europe, on l'a vu que ça s'est passé au Japon, on aurait pu prendre l'Inde, on aurait pu prendre d'autres pays, c'est ce qu'on appelle l'identitarisme et c'est une pandémie politique. Voilà, c'était le mot de la fin, merci à tous les quatre, vous restez avec moi, on passe tout de suite à un œil sur les médias. Inès, bonsoir. On reparle ensemble de la visite de Barack Obama à Hiroshima sur les sites d'information et les réseaux sociaux. Ça fait le buzz évidemment sur la toile. Voilà, donc on a déjà beaucoup parlé. Pour Barack Obama, bien sûr, c'était un rendez-vous avec l'histoire à Hiroshima. Mais cet article de Libération, lui, s'attarde plus sur le fait qu'il n'y a pas eu d'excuses. En revanche, ce qu'il y a eu, c'est cette rencontre avec les Hibakusha, ce sont donc les survivants d'Hiroshima, et ça, c'était moins une certitude. Alors, l'article nous raconte que le maire d'Hiroshima, avant la venue de Barack Obama, avait déjà dit que plus qu'une déclaration, ce qui lui importait à lui, vraiment, c'était cette rencontre, et que ce serait un message beaucoup plus fort pour les Japonais, ce qui est le cas. Donc, on a cette photo de cette étreinte, donc avec ce survivant qui fait la une des médias japonais, comme qu'on commentait tout à l'heure, Asahi Shimbun, la une aussi des médias américains, comme ici sur le Twitter de CNN,
européenne, voilà, une entrainte, un moment vraiment d'émotion. Cette image elle a énormément circulé sur les réseaux sociaux, notamment donc sur Twitter. Elle a été reprise ici, voilà, un vrai moment d'émotion dans un monde de brut, quand l'humanité reprend le dessus. Ici, un autre tweet, voilà, peut-être le début d'un chemin vers la paix. Et puis, ce journaliste américain qui travaille pour Politico, lui, il a eu l'occasion de rencontrer après le survivant donc, que Barack Obama a pris dans ses bras. Et il explique voilà, que pour lui, bien, cette journée, elle était comme un rêve, une façon de dire qu'effectivement, ce message, cette étreinte bien, de Barack Obama était vraiment très importante. Une autre photo de ce même journaliste de Politico, eh bien, c'est une fois que la cérémonie était terminée, une fois que la nuit est tombée, c'est cette foule qui attend pour prendre une photo de la couronne de fleurs que Barack Obama a déposée devant le mémorial donc pour les victimes d'Hiroshima. Direction l'Allemagne maintenant avec la marque Kinder qui a décidé de changer l'emballage de l'un de ses produits. Ça déchaîne du coup la colère du mouvement Pegida. Voilà, donc Kinder, vous avez l'habitude de voir ce visage blond, cet enfant avec des dents blanches, donc parfaitement au goût, on va dire, de Pegida. Alors quand Kinder a décidé de changer cet enfant eh bien, avec d'autres enfants de couleurs différentes, ça ne lui a pas du tout plu. Le mouvement sur son compte Facebook a aussitôt crié en scandale. Il a été suivi par ses sympathisants français, comme on voit sur ce tweet, et qui donc crie au grand remplacement, ce qui explique ce titre ironique de cet article de Libération qu'on voyait il y a quelques minutes. Le grand remplacement passe aussi par Kinder. Attention, attention. Alors le grand remplacement, c'est cette théorie nationaliste comme quoi la population française pourrait être remplacée par une population non européenne. Alors le Deutsche Welle, pardon pour l'accent, lui explique qu'en fait, il s'agit tout simplement d'une campagne publicitaire qui est liée à l'Euro de football, l'Euro 2016, parce qu'en fait, tous ces visages qu'on voit, ce sont les joueurs de la Mannschaft, donc l'équipe de foot allemande, quand ils étaient enfants. Et donc, forcément, ils ne sont pas tous blonds aux yeux bleus. Il y en a un qui est de nationalité turque, l'autre de nationalité ghanéenne. C'est ceux-là qui n'ont pas vraiment plu à Pegida. Et alors, cette campagne de haine de Pegida, elle a été contrée. Alors voilà, ça c'est toute l'équipe, hein, du coup, suivant leur placement sur le terrain. Et cette campagne, eh bien, elle a été contrée, donc bien sûr sur le net. Alors, on a eu des parodies, alors avec le visage d'Hitler. Mais je vais vous montrer une campagne qui est quand même beaucoup plus sympa. Elle s'appelle Cute Solidarity. Ce sont tous les Allemands qui ont des origines diverses, qui ont décidé de poster des photos d'eux quand ils étaient enfants, et donc pas forcément blonds aux yeux bleus comme cette jeune fille. Prends ça, Pegida, l'Allemagne c'est aussi notre pays. Et puis cette dernière qui dit, voilà, oui, des photos de bébés, non au racisme, ben, moi j'en suis plutôt. La capitale belge maintenant qui parie sur le chou de Bruxelles pour redorer son image. Voilà, c'est un petit peu risqué comme pari, on n'aime pas tous les choux de Bruxelles, surtout quand on est petit en général. Donc c'est un mouvement qui s'appelle Proud to be Brussels. Donc Proud c'est une référence au mot anglais, donc proud, fier d'être Bruxelles. Alors en fait, le designer de ce logo, eh bien, il regrette ce décalage entre l'image qu'on donne de Bruxelles dans les médias, et les médias surtout internationaux, et puis l'image de la vie quotidienne dans la ville, qui est plutôt une ville agréable. Donc il a voulu renouveler cette image. Le choix du chou de Bruxelles, c'est aussi un choix, un peu, c'est de l'humour belge, hein, un peu de l'autodérision. Le designer explique eh bien, que les Bruxellois, ils ont autant de facettes qu'un chou de Bruxelles, finalement. Alors là, pareil, grande campagne de publicité à travers toute la ville. Dans cet article, on nous explique eh bien, que tous les Bruxellois sont appelés à prendre des photos, et elle a déposé sur le site qui est consacré à cette campagne. Je vous en montre quelques-unes. Tous les panneaux de signalisation, par exemple, eh bien, sont bons pour être déguisés avec ces petits choux de Bruxelles. Ici, la tête d'un personnage ou encore la selle d'un vélo. Il n'y a pas de bébé né dans les choux de Bruxelles. Et il n'y a pas de bébé dans ces choux-là. Par contre, il y a un chou dans les mains du Premier ministre. Et puis, il y en a un, bien sûr, sur l'atomium, ce symbole de Bruxelles. Voilà, humour belge, on adhère ou pas. Merci beaucoup en tout cas Inès Olagaray, c'était un œil sur les médias. Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. C'était une semaine dans le monde, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Vous restez avec nous sur France 24, l'info, elle continue. À tout de suite.